Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bah, j'anticipe, merci. Voilà, j'anticipe, mais c'est toujours bien. Trop de politesse ne tue jamais la politesse. Exactement. Frédéric, tu es politologue, tu es professeur de sciences politiques. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu avais soutenu par une lettre ouverte Yannick Jadot pendant cette présidentielle. Et si on t'a invité aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez inédit la semaine dernière, quelque chose sur lequel il aurait été difficile de parier il y a seulement quelques semaines, puisque un accord national pour les législatives a été signé entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Alors, d'aucuns, notamment sur les bancs de la droite, dénoncent un accord boiteux. Qu'est-ce que tu y vois, toi? Est-ce que tu y vois une alliance de circonstances finalement de la carpe et du lapin, ou est-ce que tu vois quelque chose de plus logique et de plus naturel finalement? Rien n'est jamais naturel dans la vie sociale, dans la vie politique, hein, mais il y a une naturalité, disons, qui s'explique aussi par l'état des rapports de force, mais aussi des règles du jeu politique. Hein, le fait que l'élection législative en France se déroule dans un scrutin majoritaire à 2 tours a toujours eu pour effet de pousser à des alliances. Alors des alliances qui n'ont pas toujours inclus toutes les forces de gauche, ni d'ailleurs à droite toutes les forces de droite, mais quand même on sait que pour les élections législatives, en particulier dans un contexte de tripolisation, je ne sais pas appeler comme ça, mais enfin en tout cas voilà, de fin de bipolarisation, il est essentiel pour les partis qui se présentent à une élection législative de pouvoir effectivement le faire sur une base, disons, le moins concurrentielle possible, au risque effectivement de perdre. Donc, il était quand même assez logique d'anticiper qu'il y aurait une pression à une convergence ou à des accords minimum, alors qui, par le passé, ont même considéré, enfin, ont même disons, concerné le Parti communiste et le Parti socialiste, même quand ils n'étaient pas d'accord pour participer ensemble au gouvernement, ou même si le PC ne pouvait ne pas voter certaines des lois proposées par les socialistes. Alors, ceci étant posé, évidemment, il n'y avait pas de fatalité. La campagne présidentielle a révélé quand même, et notamment à cause du contexte de guerre en Ukraine, de profondes failles, enfin, il me semble quand même, hein, alors, qui existaient déjà à l'état latent, mais qui ont été rendues très visibles, parce qu'évidemment, non seulement l'actualité l'imposait, mais aussi parce que les candidats écologistes et socialistes étaient en faiblesse dans les sondages et donc ont beaucoup utilisé ça. Donc, on a pu penser effectivement que ça crée des fractures profondes. Alors qui demeurent mais qui ont été surmontées. Alors pourquoi elles ont été surmontées? Elles ont été surmontées effectivement pour des raisons d'opportunité, ça a été largement rappelé, commenté. La loi en France de financement des partis politiques conditionne le niveau des financements essentiellement au résultat des élections législatives et au fait à la fois de pouvoir présenter un minimum de 50 candidats dans les circonscriptions, mais aussi ensuite de conditionner le montant du financement au nombre de députés obtenus. Donc, il était clair que pour un parti comme le Parti communiste ou le Parti écologiste ou le Parti socialiste qui ont fait moins de 5% à l'élection présidentielle, la survie même de l'organisation supposait de pouvoir espérer alors rembourser les dépenses non remboursables du fait d'avoir obtenu 5% à l'élection présidentielle, les rendait effectivement très, très dépendants du fait d'obtenir ou pas des députés. Donc ça, c'était un profond stimuli. Du côté de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même saluer effectivement le fait qu'à la différence de 2017, eh bien d'emblée, même sans attendre le deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon et son mouvement, son parti, ont clairement, on pourrait dire, joué la carte des élections législatives, ce qui, là encore, n'est pas
n'avait pas été fait en 2017 n'était pas aussi naturel que cela. On aurait pu imaginer effectivement que, poussé par le ressentiment, la déception, Mélenchon et les siens finalement adoptent une position de revanche et de volonté d'hégémonie totale et d'élimination finalement du PC, des Verts et des socialistes qui étaient d'une certaine façon à terre. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est la voie de la sagesse finalement qu'il a emporté de ce côté-là. Il n'y avait rien de naturel à ça. C'est la voie de la sagesse parce que LFI évidemment est un parti national, très structuré autour d'un leader et sans véritablement enracinement locaux. Alors il y a des militants, hein, bien entendu, mais ces militants, ils ont tendance à se mobiliser beaucoup pour l'élection présidentielle et beaucoup moins de façon continue, on va dire, en dehors de ces échéances nationales. C'est un parti qui a encore peu, on pourrait dire, de relais et de figures locales pouvant se présenter à des élections, et ceux, effectivement, en revanche, dont disposent les écologistes, les communistes, les socialistes. Il aurait été absolument suicidaire de se priver de ces relais-là si on voulait gagner une majorité à l'élection législative. Donc voilà, cette convergence, on pourrait dire, d'une stratégie sage qui s'est aussi en partie traduite, même si ça a été difficile, par un certain, sinon des renoncements, mais du moins des édulcorations sur un certain nombre de propositions programmatiques, a favorisé effectivement un espèce de mariage. Alors un mariage qui n'est pas un mariage global, enfin, on n'est pas dans le cadre de la polygamie, hein, on est dans une succession de relations monogames, hein, puisque les négociations ne sont pas faites, on pourrait dire, avec l'ensemble des parties en même temps, mais séparément, partie par partie, hein, ce qui a renforcé effectivement l'interprétation qu'il s'agissait au fond d'accords tactiques. Frédéric, si je puis me permettre, oui. Effectivement, là, dans la façon dont tu présentes les choses, on dirait que c'est juste un accord sur la question des circonscriptions et juste un accord tactique. Or, notamment la France Insoumise, à la France Insoumise, ils ont beaucoup mis l'accent sur la question programmatique et la question du projet. Et on a vu la semaine dernière des débats houleux et ouverts, hein, qu'ils ont mis sur la place publique, notamment par exemple sur la question de l'Europe. Alors, est-ce qu'il fallait désobéir à l'Europe ou est-ce qu'il fallait pas désobéir à l'Europe, mais plutôt préférer le mot de dérogation. Enfin, je veux dire, il y a eu des débats de fond qui étaient très intéressants, de même avec le Parti communiste, la question du nucléaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre du fond, finalement, des propositions qui s'est joué dans ces Oui, bien sûr. Mais je pense que disons, la dynamique première que j'ai décrite, elle vient quand même de la contrainte du jeu électoral, mais aussi de la survie des organisations partisanes. Alors, à partir du moment où, effectivement, la France Insoumise acceptait de tendre la main très largement, ce qui n'était pas du tout évident au départ, hein, puisque je rappelle quand même qu'une des députées de la France Insoumise avait clairement, il y a 2 semaines, indiqué qu'il n'y aurait pas d'accord avec le Parti socialiste. Bon, et que, voilà. Donc, effectivement, à partir du moment où s'enclenchait cette main tendue et cette négociation, on ne pouvait pas passer sous la table tout ce que j'ai décrit rapidement tout à l'heure comme étant l'ensemble des désaccords profonds, et notamment sur les questions européennes et internationales, tu as raison de l'indiquer. Alors, on peut dire que globalement, notamment les Verts et les socialistes sont allés de toute façon à Canossa, hein, c'est-à-dire que ils ont accepté d'avaler un certain nombre de couleuvres, et notamment sur l'Ukraine, c'est moins évident à dire parce qu'évidemment, on est resté très largement dans le flou. On n'a pas remis sur la table la question de savoir s'il fallait ou non aider militairement l'Ukraine. On a rappelé, Mélenchon a rappelé effectivement sa condamnation très forte de l'agression, de l'invasion de l'Ukraine par Poutine et la Russie. Donc, du coup, ça a un petit peu laissé cette question en suspens. En revanche, sur la question européenne, ça s'est beaucoup focalisé, effectivement, comme tu le rappelles, sur le contenu qu'il fallait donner à cette notion de désobéissance
désobéissance. Alors, il y a eu des formes d'édulcoration, rappelant que d'autres pays, et pas que la Hongrie et la Pologne, bien entendu, avaient eux aussi désobéi, et que désobéissance ne signifiait pas évidemment Frexit ou on pourrait dire politique de la chaise vide pour faire référence à un épisode du gaullisme, mais que ça signifiait plutôt établir un rapport de force tout en respectant les règles. Du coup, avec toutes les ambiguïtés évidemment que tout cela recouvre, et qui du coup ouvre la possibilité ou donne la possibilité à tous ceux qui critiquent cet accord, chez les Verts ou chez les socialistes notamment, on l'a vu avec la tribune de Cohn-Bendit et Beauvais et Bessay là, ce week-end, ou chez les socialistes de dire bah non, là on est en train de faire n'importe quoi, on renie nos valeurs, bon voilà, et puis il y a d'autres de dire mais non, bon, les choses ne sont pas du tout aussi ouvertement caricaturales qu'on veut bien le dire, puisqu'il est bien stipulé qu'on respectera l'état de droit, les règles de droit. Bon, voilà. Donc, là, ça ouvre à des possibilités d'interprétation très très larges. Si d'aventure, évidemment, le projet ou l'espoir des insoumis de devenir majoritaire, ou en tout cas d'imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, arrivait, parce qu'évidemment, un tel accord reste quand même, on pourrait dire, assez peu précis dans les détails de ce que serait une politique à mener, et on peut penser évidemment que ça déboucherait immanquablement sur des difficultés pour évidemment mettre un contenu précis là-dedans. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit oui, les Verts et les socialistes sont allés à Canossa et finalement, ils ont, alors je sais, tu n'as pas utilisé le mot, mais ils ont un peu perdu leur âme en signant cet accord. Enfin, en tout cas, ils ont avalé des couleuvres. Voilà, c'est ça. C'est les couleuvres, c'est l'expression, voilà, pardon. C'est l'expression que tu as utilisée, c'est avaler des couleuvres. Mais finalement, est-ce que ça n'acte pas aussi leur défaite au premier tour de la présidentielle? Non, mais c'est-à-dire que finalement, la question des équilibres à gauche a été résolue par les 22% de Jean-Luc Mélenchon et derrière tous les autres qui étaient à moins de 5%, et qu'il est assez naturel que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise soient au centre finalement de cette recomposition de l'espace à gauche. Bah, là encore, c'est pas très naturel dans la mesure où on sait que ces 22% ne correspondent pas à un vote d'adhésion totale au programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est rarement le cas, on va dire, pour une élection présidentielle, mais c'est encore moins le cas, j'allais dire, dans cette configuration-là. On peut toujours critiquer la méthodologie des enquêtes par sondage, mais on a tous fait l'expérience pratique de nombreuses personnes, électeurs, qui se sont déterminés au dernier moment sur une logique de barrage possible à la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, en votant pour le candidat qui avait j'allais dire l'expérience, le charisme, le plus grand. C'était celui qui était candidat pour la troisième fois, qui a clairement effectivement des qualités de tribun, qui a su incarner, on pourrait dire, une opposition forte au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, à partir de là, les autres partenaires de la gauche étaient tout à fait fondés de considérer que le poids, disons, électoral de cette élection présidentielle n'était pas représentatif, effectivement, de l'adhésion de l'ensemble des électeurs au programme, et la preuve évidemment était que les élections précédentes, les élections régionales, les élections municipales, les élections européennes aussi, avaient bien montré qu'on avait là un électorat qui était j'allais dire friable, instable, et très largement partagé entre les écologistes, les communistes, les socialistes et les insoumis, voire même d'ailleurs quelques macronistes qui avaient pu revenir
en 2022 vers ce vote-là. Donc, c'est en ce sens que j'assume l'expression Aléa Canossa, c'est que contraints et forcés, les écologistes et les socialistes, mais aussi parce qu'il y avait cette impression effectivement assez juste d'une attente d'un accord chez les électeurs, pas forcément sur le détail du programme, mais en tout cas sur le fait que il faut arrêter de se diviser, il faut se faire barrage à une possible nouvelle majorité pour Emmanuel Macron. On a passé très largement sous silence, mais enfin en tout cas on a avalé effectivement un certain nombre de couleuvres avec le sentiment… On a juste peut-être perdu politiquement aussi. Enfin, je veux dire, si on n'accepte pas, enfin, comment est-ce qu'on résout les différends à gauche, si ce n'est en fait par une élection où le résultat est finalement assez clair? Si on prend l'histoire quand même disons, des accords programmatiques à gauche, et notamment le programme commun, qui a été la grande référence, ça ne s'est pas fait simplement sur un coup de dé, j'allais dire, ou sur une élection. Ça s'est négocié entre partis sur une longue durée. Et là, on peut déplorer, effectivement, mais c'est une responsabilité collective de toutes les forces de gauche, qu'entre 2017 et 2022, par exemple, il n'y ait jamais eu, à ma connaissance, il y a eu des rencontres, etc., mais il n'y a jamais eu une négociation globale de convention ou de débats organisés pour savoir sur quoi on était d'accord et pas d'accord, et en quelque sorte pour trancher éventuellement un certain nombre de différends. Tout ça s'est fait dans la précipitation. Dire ça n'est pas… comment dire, ne semble pas un jugement de valeur. Donc, effectivement, il y a quand même un certain nombre de questions très sérieuses. Alors, au-delà même, évidemment, des questions européennes, la question nucléaire que tu évoquais, mais aussi la question des retraites. Bon, la retraite à 60 ans, ça peut se discuter quand même. Enfin, on peut privilégier, par exemple, le nombre d'années de cotisation, on peut réfléchir, la question aussi, effectivement, du revenu pour les jeunes. Bon, voilà, c'est des questions très sérieuses. Enfin, on a vu que la dernière campagne présidentielle en 2017, quand Benoît Hamon avait annoncé le revenu universel, il avait été très embêté ensuite dans sa campagne pour expliquer concrètement le contenu. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être traitées comme ça rapidement, sans avoir débattu des priorités, de la manière de faire, etc. Donc, oui, bien sûr qu'il y a donc un ralliement massif aux principales propositions du programme insoumis, mais c'est loin de tout régler, bien évidemment, puisque tout cela ne pourrait être mis en œuvre que s'il y a une majorité, et puis ensuite que s'il y a un accord au sein de la majorité. Et de ce point de vue-là, moi, une des raisons pour lesquelles je suis quand même plutôt optimiste et que je salue ce qui est en train de se passer, c'est effectivement qu'on est en train de reparlementariser notre vie politique. C'est-à-dire qu'il s'agit là non pas de dire que le programme, ce sera celui-là à la virgule près, mais qu'il y a des orientations qui vont pour beaucoup dans le bon sens, et que ces orientations, elles seront éventuellement débattues, discutées, mises en musique par une majorité parlementaire qui restera une majorité plurielle, puisque le principal acquis quand même de ces engagements, c'est que ce n'est pas un seul parti, un seul bloc, mais que la France insoumise a accepté finalement de reconnaître que chacune des composantes de la majorité puisse avoir son propre groupe parlementaire, continue d'avoir sa propre autonomie, même s'il y a l'idée d'un intergroupe qui permettra de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça. Donc, bon, voilà, tout n'est pas définitivement bouclé et ficelé à ce jour. Donc, il y a eu des couleuvres qui ont été avalées, mais il y a encore des choses qui resteront à négocier. On l'a vu d'ailleurs dans les déclarations récentes ce week-end de Fabien Roussel sur la question du nucléaire, qui n'est pas une mince affaire, ça ne se règle pas comme ça. On ne peut pas imaginer, si vous voulez, que la France sorte du nucléaire, où il reste simplement sur une décision d'un coin de table et d'une négociation, on pourrait dire, une succession de relations multilatérales, parce que c'est, j'allais dire, le plus petit dénominateur commun. Ça serait inconcevable que
de prendre une telle décision sans un minimum déjà de débat citoyen dans la société. Voilà. Alors, en parlant de couleuvre qui a été avalée, il y en a une qui a été avalée par la France insoumise, c'est finalement de faire un accord, de signer cet accord avec le Parti socialiste. Hein. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, beaucoup d'insoumis passaient leur temps à tweeter plus jamais PS. Enfin, c'est quelque chose qu'on entendait énormément. Et là, ils ont accepté finalement que le PS rejoigne cet accord. Qu'est-ce que ça signifie au fond? Est-ce que c'est parce qu'on a affaire à un nouveau parti socialiste, un parti socialiste qui a entamé sa mue vers la gauche, ou est-ce que les raisons sont allées à chercher ailleurs? Alors d'abord, du côté insoumis, c'est là qu'on voit évidemment, entre guillemets, les avantages d'une structure extrêmement centralisée et personnalisée autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que si, évidemment, il avait fallu mettre au vote une proposition comme celle-là, hein, ce que les socialistes ont fait de leur côté, alors, tout en se gardant bien de consulter leurs militants, mais seulement le Conseil national, mais ce qui était quand même déjà pas mal. Et on a vu que c'était passé à 62%. Les Verts ont fait la même chose avec une consultation, mais on voit bien que s'il y avait eu l'équivalent, la France insoumise, il n'est pas sûr effectivement que l'accord avec les socialistes ait été accepté aussi facilement. En tout cas, ça aurait pris quand même beaucoup de temps parce qu'effectivement, beaucoup de militants, des sympathisants de la France insoumise vouent n'ayons pas peur des mots, une haine, une détestation des socialistes. Alors, ce qui a facilité les choses, j'allais dire de l'autre côté, évidemment, c'est le fait que les socialistes ont accepté d'avaler ces couleuvres dont je parlais tout à l'heure. Bon, les socialistes se sont construits une identité qu'ils ont réactivée pendant la campagne électorale présidentielle d'un parti de gauche responsable, c'est-à-dire de gouvernement, donc qui, lorsqu'il fait des propositions, met en face, on pourrait dire, les modalités de financement, de prise en charge et de refuser finalement d'aller dans des propositions qui seraient à ses yeux trop démagogiques. Bon, évidemment, là-dessus, ça passe très très mal au sein du Parti socialiste, que le PS, bon, bah voilà, alors on a parlé des questions européennes, questions internationales, mais aussi sur la question des retraites, sur la question de la réduction du temps de travail, de l'augmentation du SMIC, etc., accepte de cautionner des mesures qui ne sont pas, on pourrait dire, très strictement financées, c'est le moins qu'on puisse dire, ou qui entraîneraient une augmentation très importante des dépenses publiques ou de la fiscalité. Donc évidemment, ça crée des tensions. Donc le fait qu'Olivier Faure ait d'une certaine façon accepté par exemple d'entériner l'abrogation de la loi El Khomri, qui a longtemps été effectivement portée par les socialistes. Donc là, on n'est pas dans le cas de la loi Macron, hein, enfin la loi votée sous Emmanuel Macron de détricotage du droit du travail, bon, a été effectivement un acte très fort d'un point de vue symbolique, parce que ça veut dire effectivement que le Parti socialiste aujourd'hui remet en cause une partie non négligeable de son bilan politique, de celui de François Hollande, et c'est pour ça que François Hollande, évidemment, est vent debout contre ça. Alors, je pense que c'est pas simplement là, on n'est pas dans l'ordre de la tactique. Hein. Je pense qu'il y a au sein du Parti socialiste depuis 2017 une forte opposition entre ceux qui considèrent que le quinquennat François Hollande a pu avoir un certain nombre d'avancées sur un certain nombre de questions. Bon, le mariage pour tous, mais aussi la pénibilité, la possibilité de partir en retraite en faisant valoir effectivement des carrières longues, etc., etc. Il y a ceux qui considèrent donc que bon, il y a eu des acquis, mais que globalement ça a été un échec et qu'il faut analyser les raisons de cet échec. Et puis d'autres qui sont toujours arc-boutés sur l'idée que bon, non, ce quinquennat finalement n'a pas été, compte tenu des circonstances, plus catastrophique qu'un autre, mais que au fond, la communication maladroite du président et puis aussi les attaques des adversaires ont abouti finalement à noircir un tableau qui n'était pas aussi noir que cela. Et Olivier Faure, pendant 5 ans, a été un leader assez faible parce qu'il a dû en permanence faire face effectivement à la critique de ceux qui justement considéraient qu'il allait trop loin dans l'abdication finalement de cette
cette valeur, de cette identité socialiste, de ce socialisme réaliste, réformiste à petits pas, voire social-libéral, ou social-démocrate dans les meilleures versions. Et je pense que là, Olivier Faure a saisi avec son équipe, pas tout seul, mais enfin en tout cas ceux qui veulent rénover le Parti socialiste, l'occasion enfin de solder, on pourrait dire, le bilan du quinquennat Hollande. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est une manière de reconnaître enfin que le Parti socialiste d'aujourd'hui a un regard lucide, très critique sur ce qui a été fait et est prêt, au fond, à partir de cette critique pour refonder quelque chose d'autre. Hein. Bon, passer dans un autre cycle, en quelque sorte, de son histoire, en se refondant de cette même façon dans les valeurs de gauche et dans une critique, effectivement, du social-libéralisme. Bon, voilà, donc je crois que c'est… Est-ce qu'il n'y a pas un risque de la part notamment de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon de remettre le Parti socialiste en selle, c'est-à-dire de lui redonner finalement une possibilité. Enfin là, par exemple, ce que propose Jean-Luc Mélenchon au Parti socialiste, c'est d'avoir un groupe, d'avoir des financements, de revenir au centre aussi du jeu politique. Est-ce que c'est finalement pas dire, bon bah, en fait, on a besoin de la social-démocratie en France, d'une social-démocratie de gauche? Si on essaie d'étouffer ça, c'est laisser à Emmanuel Macron un boulevard. C'est-à-dire que on n'est pas le monde, l'ordre des partis politiques n'est pas déconnecté de l'ordre on va dire des idéologies, des opinions, des intérêts qui existent dans la société. La posture, le discours, les orientations du Parti socialiste ont été très largement reprises par Emmanuel Macron, qui a, il faut quand même le rappeler, en 2017, dès le premier tour, capté la moitié des électeurs qui avaient voté pour François Hollande en 2012. Donc, et encore… cette année en 2022, même si c'est un peu moins, il y a encore des électeurs qui jusqu'alors votaient socialistes ou parfois écologistes à certaines élections qui ont continué, ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Sinon, ce n'est pas que des électeurs de droite qui constituent… bon, alors, évidemment, aux yeux des insoumis, ils sont de droite, mais ce n'est pas des gens qui se vivent comme de droite, c'est des gens qui se vivent comme social-démocrates, c'est-à-dire des électeurs qui considèrent que il faut faire du social, il faut faire de la redistribution, il faut évidemment pratiquer on pourrait dire des politiques qui évitent effectivement des fractures sociales, des redistributions, etc., mais qui en même temps considèrent que l'économie de marché est relativement un horizon indépassable et que la mondialisation est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter de façon efficace, sauf à on pourrait dire, risquer d'appauvrir le pays, etc. Bon, je ne discute pas ici de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, les enquêtes sur les valeurs des Français montrent bien que y a des gens qui se situent au centre, pour dire au centre gauche, et qui sont à la fois social et libéraux. Bon, voilà, c'est eux qui peuvent faire basculer une majorité. Et qui représentent, alors le groupement avait essayé justement d'évaluer ce que ça représentait, mais ça représente à peu près 15-20% des électeurs, et ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas imaginer d'obtenir une majorité absolue à une élection présidentielle pour un candidat de gauche. Ou même, alors pour l'élection législative, c'est différent parce que les règles du jeu électoral fait qu'on peut gagner une majorité sans rassembler 50% des gens, mais enfin, en tout cas, qui sont quand même des électeurs indispensables. Si on veut, bon, alors peut-être qu'on peut les amener à changer, à évoluer, mais enfin, ça ne va pas se faire comme ça tout seul, si on peut dire. Donc, si le Parti socialiste n'est pas en mesure de continuer à… Parce que c'est lui, et les écologistes aussi, hein, qui se partagent quand même une partie de ses électeurs. On l'a vu avec le positionnement de Jadot et ce que souvent est l'électorat des écologistes, un électorat de gens qui vivent plutôt dans les grandes villes, qui appartiennent aux classes moyennes salariées, travaillant dans le secteur public ou dans le monde de la culture, de la communication, etc., etc., et qui, elles, sont plutôt
évidemment, ont des revendications, mais sont plutôt, on pourrait dire, à l'aise dans un monde ouvert, on va dire, pour dire les choses telles qu'ils sont, et qui sont plutôt des gens qui sont pour la méritocratie et pas pour l'égalité des conditions. Voilà. Donc, c'est peut-être triste. Bon, on pourrait penser qu'ils soient moins nombreux que ça, qu'ils développent un sens beaucoup plus critique, mais enfin, on est quand même dans 40 ans de progrès j'allais dire, de l'idéologie néolibérale, et que cette idéologie, évidemment, elle a profondément pénétré dans la société, y compris d'ailleurs dans des fractions des classes populaires qui considèrent que la valeur travail, par exemple, c'est quelque chose de bien, et que voilà, il faut récompenser le travail, le mérite, et puis que ceux qui vivent au crochet de l'État social sont des parasites, et qu'il ne faut pas hésiter à aider les entreprises et sanctionner. Bon, voilà, ces idées-là, elles sont présentes dans la société, et c'est vrai que le Parti socialiste, pendant longtemps, par sa position centrale, avait réussi à capter aussi cet électorat-là qu'il a perdu au profit d'Emmanuel Macron. Bon, et ces électeurs, tant qu'ils continueront à voter plutôt pour une alliance de centre-gauche et de centre-droit incarnée par Macron, bah, garantissent d'une certaine façon à ce type de majorité une chance assez forte de se reproduire. Bon. Donc, éliminer le Parti socialiste, c'est bien, mais si on est sur une position politique qui est celle d'une gauche radicale, bah, c'est se condamner, je pense, en tout cas, à rester longtemps minoritaire. Alors, une grosse minorité, mais une grosse minorité, ça reste une minorité. Alors, c'est justement peut-être ces désaccords stratégiques de fond, mais aussi des désaccords tactiques qui font que on a l'impression, là, depuis quelques jours, qu'on parle énormément des dissidences, en fait, finalement, à cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Qu'est-ce qu'elles veulent dire pour toi, au fond, ces dissidences? Est-ce qu'il faut leur donner est-ce qu'il faut les observer de façon très attentive, ou est-ce que c'est un épiphénomène et qui va se régler dans les semaines à venir? D'abord, il faut rappeler qu'à partir du moment où en France, les députés ne sont pas élus sur des listes à la proportionnelle, mais sont élus dans le cadre de circonscriptions territoriales, donc avec l'importance évidemment souvent d'avoir une base de notoriété locale, une implantation locale, bah, y a toujours des dissidences parce que les partis ont tendance à utiliser ces élections législatives pour essayer quand même de parachuter certains candidats, ou aussi pour faire des accords avec d'autres partis politiques. On réserve des circonscriptions à des écologistes, on réserve des circonscriptions à des communistes, etc. Et donc, du coup, évidemment, les militants des autres partis sont jamais contents. Donc, évidemment, il y a toujours des dissidences. On se souvient peut-être d'une dissidence célèbre qui avait opposé Ségolène Royal à Olivier Falorni, bon, en Charente-Maritime, en 2012, où elle avait été battue. Bon, cet Olivier Falorni, évidemment, comme il s'était pris à une personnalité indépendante du parti, n'a jamais été réintégré au Parti socialiste, mais enfin, il était quand même dans un groupe non inscrit, et il votait. Donc, il y a toujours des cas de dissidence. Alors, simplement, effectivement, là, on est dans une situation très particulière. On verra un peu combien il y aura de dissidences. C'est qu'on a quand même un parti insoumis qui est, je le disais tout à l'heure, une structure très centralisée, très nationale, qui va probablement effectivement investir, enfin, a déjà investi des candidats sur des bases faiblement démocratique, il faut quand même le dire. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause, je suis pour que des partis soient forts et que, bon, de cette façon, ils aient la main sur des circonscriptions, mais on voit bien que du point de vue de militants de terrain, se faire imposer des candidats qui arrivent d'ailleurs, hein, bon, c'est jamais facile. Le problème vient rarement au sein de la France insoumise. Hein. Ce n'est pas les militants de la France insoumise qui ne sont pas contents parce qu'on leur impose un candidat. C'est plutôt entre partis. Non, bien sûr, puisqu'ils se taillent la plus grande part du gâteau. Donc, évidemment, mécaniquement, on voit bien que ce n'est pas de là que peuvent venir les contestations, même si il faudrait quand même regarder à la loupe localement. Mais je pense qu'évidemment, ces éventuels militants mécontents, de toute manière, n'ont pas
pas les ressources politiques suffisantes pour se présenter contre. Hein. Bon, c'est pour ça aussi que ça se voit moins. Mais je pense qu'il y a quand même de la déception probablement chez certains. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours ravi de voir arriver à un candidat, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'en pensent les militants de la France insoumise de Villeurbanne, je ne sais pas s'ils sont absolument tout à fait enthousiastes à l'idée d'avoir à soutenir Gabriel Amar, on ne sait rien. Bon, mais ils vont avaler cette candidature, si on peut dire, bon, parce que c'est la dynamique qui veut ça. Mais c'est vrai qu'alors, pour le coup, du côté des écologistes, du côté des communistes et du côté des socialistes qui ont des implantations locales assez fortes, à la fois des sortants, mais ceux-là sont protégés, mais aussi donc des militants de terrain, on peut comprendre effectivement que de voir une candidature non seulement insoumise, mais en plus incarnée par quelqu'un qui n'a pas de légitimité territoriale, ne peut que susciter des résistants. Donc on verra combien il y aura de résistance. Le Parti socialiste va sûrement, comme les communistes peut-être, je ne sais pas, exclure ces candidats dissidents, parce qu'après tout, il peut rien faire contre. Hein. Enfin, il peut les priver de financement, il peut inciter les dirigeants nationaux à les condamner, mais on a bien vu que ça ne marche pas à tous les coups, avec Lionel Jospin qui hier, tout en donnant sa bénédiction à l'accord si important passé entre le Parti socialiste et la LFI, va quand même soutenir Samia El Haraj parce qu'il considère qu'elle est injustement écartée, mais voilà, mais c'est des cas qui risquent d'être, on va voir combien ça fait, c'est des cas qui sont marginaux et sur lesquels effectivement on peut difficilement blâmer les directions nationales des partis parce que évidemment il y a une tradition j'allais dire d'autonomie ou une tradition démocratique dans ces partis, chez les Verts, chez les socialistes, mais aussi chez les communistes, qui fait que si les militants décident de soutenir massivement une autre candidature, c'est les électeurs qui trancheront. Hein. Alors on verra si ce qui se passera à ce moment-là au deuxième tour. On peut espérer que celui qui arrive en tête bénéficie du désistement de ceux qui auront été sanctionnés par les électeurs. On verra bien. Hein. Mais bon, on peut s'attendre à quand même un nombre de dissidences relativement importantes. Ce sont les électeurs qui, à ce moment-là, trancheront. J'ai une dernière question, Frédéric. C'est une question qui a trait à Emmanuel Macron, donc notre président de la République. Est-ce que tu crois que son immobilisme depuis le second tour, donc depuis maintenant plus de 2 semaines, l'attente notamment de la nomination du Premier ministre, mais aussi tous les décrets qu'il aurait pu prendre depuis 2 semaines, ou que son gouvernement aurait pu prendre depuis 2 semaines, ce n'est pas aussi parce qu'il regarde en fait ce qui se passe à gauche, et notamment, on en a un peu parlé, avec ce qui se passe autour du Parti socialiste. En fait, finalement, il serait un peu en attente de savoir s'il a une carte à jouer ou pas. Est-ce qu'il va essayer de profiter des divisions qui, aujourd'hui, sont en train de fracturer le Parti socialiste? Je ne sais pas, par exemple, pour utiliser la carte Ségolène Royal ou utiliser une autre personnalité du Parti socialiste à mettre en Premier ministre ou à faire rentrer au gouvernement pour continuer, en fait, à fracturer finalement le Parti socialiste et une partie de la gauche. C'est sûr qu'Emmanuel Macron est plutôt en position de force par rapport à ça et que, d'une certaine façon, il contrôle le timing, même si, évidemment, il y a un moment où il va être obligé de nommer un nouveau gouvernement et puis d'annoncer les investitures de tous ces candidats. Donc, de fait, c'est une position de force. Alors, on peut quand même noter qu'il a déjà évolué, quand même, ne serait-ce que en s'engageant, alors dès avant le deuxième tour, mais ensuite au lendemain des élections, à désigner Premier ministre qui ait une sensibilité sociale et environnementale marquée. Donc, je pense que ça veut plutôt dire qu'il irait chercher plutôt vers le centre-gauche son ou sa Première ministre. Hein. Donc là, il y a déjà eu on va dire, c'est un peu ce qu'on appelle, c'est un peu lier les mains, hein, en anticipant là-dessus, en reprenant aussi l'idée de planification écologique et en demandant au futur Premier ministre ou Première ministre de
prendre en charge directement la question climatique et environnementale. Je crois que là aussi, il a déjà adressé beaucoup de signaux. Alors évidemment, là où il est embêté, si on peut dire, parce que il n'est pas qu'en position de force, c'est qu'il doit faire avec le passé, c'est-à-dire qu'il doit faire avec les ministres qui estiment que leur rôle et leur place est importante et qui demandent à être reconduits. Il doit faire évidemment avec les députés sortants. Avec ses sensibilités aussi, les sensibilités de la majorité. Évidemment. Oui, alors là, il a quand même déjà fait un autre signe, c'est qu'il a quand même marginalisé beaucoup Édouard Philippe, pas simplement pour des raisons personnelles, enfin, pas seulement parce que Édouard Philippe a une ambition trop visible et parce qu'il s'est montré trop gourmand, mais aussi effectivement parce qu'il ne s'agit pas non plus de trop pousser le tropisme vers la droite. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'après les législatives, notamment au moment du deuxième tour, il n'y ait pas des éventuels ralliements de députés LR. Mais je pense que là, la stratégie, pour l'instant, effectivement, elle est plutôt une stratégie qui reste une stratégie, on va dire, centriste et centrale. C'est-à-dire, c'est pas trop se marquer à droite et puis envoyer des signes. Donc, je pense qu'on peut s'attendre effectivement à un Premier ministre qui sera de sensibilité social écolo, quoi, un peu, bon, pas trop techno, bon, en tout cas, qui a même de séduire effectivement cette partie des électeurs qui peuvent être effrayés de l'accord NUPES. Et c'est pour ça, évidemment, que toute l'artillerie lourde est sortie depuis plusieurs jours pour dénoncer l'accord de circonstance, le côté complètement bricolé, instrumental, insincère de cet accord. Mais donc, il y a une fébrilité quand même de la part de la majorité présidentielle. Bien sûr qu'il y a une fébrilité parce que d'abord, il faut se méfier des projections qui sont faites sur la base des résultats électoraux de la présidentielle ou même sur les sondages, puisque la grande inconnue, c'est le taux de participation. Donc, la France insoumise, mais aussi la dynamique qui s'est créée depuis à gauche, fait que il y a une grande mobilisation quand même pour ces élections législatives qu'on n'avait absolument pas vues par le passé. Bon, c'est une grande nouvelle, on va voir si ça marche. Mais d'ores et déjà, sur les marchés, on a une importante campagne de tractage. Les médias parlent beaucoup plus de l'élection législative qu'ils n'en ont jamais parlé par le passé. Il y a eu une frustration quand même d'une campagne présidentielle très très courte, et donc on peut s'attendre effectivement à ce que tous ceux qui disent qu'il y aura 50%, moins de 50% de participation législative risque d'être démenti. Alors peut-être que ce sera 60, peut-être que ce sera 65, 70, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, et puis ce ne sera pas pendant les vacances, donc il y a plein d'éléments qui peuvent effectivement perturber le jeu. Ça veut dire aussi, s'il y a une participation plus grande, plus de triangulaires. Et donc, s'il y a plus de triangulaires, alors ça va poser des vraies questions, hein, de savoir si, par exemple, dans un duel Rassemblement national, NUPES, les macronistes se maintiennent ou se maintiennent pas. On pourrait dire c'est vrai aussi pour les candidats NUPES dans un cas de duel Front National, LREM, etc. Et donc, Renaissance. Renaissance, voilà. Et ça introduit évidemment du coup comment dire, une très forte incertitude sur le nombre de députés des différents camps. Et ça veut dire aussi que l'hypothèse de majorité relative est très forte, c'est-à-dire que aucun bloc n'aura la majorité à lui seul, ce qui supposera ensuite peut-être des accords, des alliances, ou pas d'accord et pas d'alliance. Ça veut dire une possible dissolution dans quelques temps, un gouvernement minoritaire, enfin bon, voilà, donc on est quand même dans une situation d'incertitude extrême qui explique la grande prudence des stratèges élyséens et évidemment l'outil de la composition d'un gouvernement le plus large possible, évidemment, est essentiel, et il ne s'agirait pas d'effrayer trop l'électorat de centre-gauche, ni d'ailleurs l'électorat
de droite, hein, puisque, alors c'est à la fois une force pour Macron et une grande difficulté que de réussir à composer justement un gouvernement équilibré pour pouvoir donc bénéficier d'une mobilisation électorale la plus large possible. Mais il adore ça, il s'est même construit là-dessus en pensant en même temps. On va donc suivre ça avec attention dans les jours et dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi. Merci pour ce long entretien et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Pablo.